Nous avons une vision très caricaturale de la société à la fin du XVIIIe siècle. Une cour étalant sa richesse et, à l'autre bout de la pyramide sociale, des masses d'indigents réduits à la mendicité. Cette caricature, d'ailleurs, a été immortalisée au cinéma avec cette fameuse tirade de De Funès dans La folie des grandeurs. Les impôts, tout ça c'est pour le roi. Mais ton salut, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Voilà. Il va falloir sortir de cette vision. La société à la veille de la Révolution est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Certains nobles sont dans une extrême pauvreté, l'Église vit plus dans l'opulence que dans la pauvreté christique, le peuple n'est pas composé, loin s'en faut, de masses de pauvres mendiants. En 1789, à la veille de la Révolution française, la société est divisée en 3 groupes sociaux qui sont appelés des ordres. Cette division est née à l'époque médiévale. Elle est déjà énoncée par Aymon d'Auxerre vers 860, qui désigne ces groupes en latin par les termes oratores, bellatores, laboratores. Ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. Dans le discours des lettrés, comme celui de l'évêque Adalbéron de Long au XIe siècle, chaque groupe social ou ordre est perçu comme rendant un service aux 2 autres. Au clergé, aux oratores, la mission de prier pour le salut des âmes de tous, en échange de quoi il est dispensé de l'impôt. Mieux, il perçoit des impôts pour se nourrir, puisqu'il ne travaille pas de ses mains. À ceux qui combattent, les bellatores, est confiée la mission sociale d'assurer la sécurité de tous par le métier des armes. En échange de ce service, ils sont dispensés de l'impôt, puisqu'ils payent déjà l'impôt du sang sur le champ de bataille. Ceux qui combattent perçoivent aussi les impôts pour pouvoir se nourrir, puisqu'ils ne travaillent pas la terre de leurs mains, consacrant leur temps à l'entraînement militaire. Le peuple, le 3e groupe, le 3e ordre, le tiers état, doit, lui, nourrir par son travail les autres ordres. Ce sont les laboratores. En échange de leur travail, on leur assure salut et protection. C'est donc une vision de la société où chaque ordre rend des services aux autres et qui justifie comme ça les privilèges des 2 premiers ordres. Les groupes sociaux ne sont pas étanches à l'époque médiévale. On peut devenir chevalier et être adoubé sur le champ de bataille, ou collectivement, jusqu'au XIIe siècle par exemple. Toutefois, à la veille de la Révolution française, les ordres sont devenus pratiquement imperméables. Leurs privilèges, de plus, ne sont plus du tout justifiés et sont l'objet de nombreuses critiques. Je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Je vous propose donc, au cours de cette vidéo, de voir en quoi les inégalités sociales ont été responsables de la Révolution française. Commençons par regarder la situation du clergé. On commence par lui parce que c'est le premier ordre du royaume, celui dont la mission sociale est considérée comme la plus importante. Assurer par ses prières le salut des âmes, l'accès au paradis. Combien compte-t-on de clercs dans la France de 1789 ? À la veille de la Révolution, le clergé compte entre 70 et 80 000 clercs membres du clergé séculier, celui qui vit dans le siècle, c'est-à-dire au contact des fidèles, et 150 000 clercs réguliers, qui vivent donc selon une règle de vie, les moines ou les moniales. Le clergé représente donc, avec 220 000 à 230 000 membres, environ 0,5% de la population française, estimée à 28 millions de Français en 1789. Quels sont les privilèges du clergé ? Comme il se consacre à la prière, le clergé ne travaille pas la terre, ou en tout cas pas d'une façon qui lui permet d'être autosuffisant. Pour lui permettre de se nourrir, cet ordre perçoit donc un impôt qui est appelé la dîme. Elle est prélevée en nature sur les produits de la terre, c'est ce qu'on appelle les grosses dîmes, sur les légumes et les fruits aussi, ce qu'on appelle les menus dîmes,
et sur la croissance des troupeaux, ce qu'on appelle les dîmes de charnage. La dîme doit permettre de subvenir aux frais du culte dans chaque paroisse. Le décimateur prélève un pourcentage dès que la récolte est faite. Une gerbe de blé sur 12 le plus souvent, et non pas un dixième comme le mot dîme le signifiait peut-être à l'origine. Le clergé accepte de verser de lui-même au roi des décimes, des taxes sur le clergé, avec l'accord de Rome. Depuis le XVIe siècle, il verse un impôt global au roi qui est appelé le don gratuit. Le clergé de 1789 est un clergé riche. Traditionnellement, on divise et on oppose haut clergé et bas clergé. Le haut clergé est le plus souvent décrit comme un groupe étroitement lié à la noblesse, fastueux, parfois peu soucieux de ses obligations spirituelles et coupé des réalités du pays. À l'opposé, le bas clergé est souvent représenté comme composé de curés vivant pauvrement, souvent réduits à la portion congrue, la part de la dîme reversée aux curés par les évêques et les abbés, qui est un salaire très misérable, 700 livres par an en 1786. Peu de choses à voir donc au premier regard entre un curé rural avec ses 700 livres annuels et de l'autre côté par exemple l'évêque de Strasbourg dont l'évêché lui rapporte 400 000 livres tous les ans. Attention à ne pas tomber dans les caricatures. Tout ça est à relativiser, tous les membres du haut et du bas clergé ne sont pas en effet logés à la même enseigne. Les revenus des évêques sont le plus souvent éloignés de la fortune du duc de Rohan, évêque de Strasbourg. Même si les diocèses qui ne rapportent pas au moins 10 000 livres sont très rares. La condition du bas clergé n'a pas beaucoup de rapport avec celle décrite dans les cahiers de doléances. De nombreuses cures, le poste occupé par un curé, sont pourvus d'un bénéfice, un bien d'église attribué à l'exercice de la fonction de curé. Et les curés les mieux pourvus touchent plusieurs milliers de livres. Certains franchissent même le seuil des 10 000 livres annuels. De plus, le clergé paroissial est avant tout issu de milieux sociaux relativement aisés, ce qui suppose un apport financier personnel. La cure peut donc générer un maigre revenu, mais le curé être riche avant même de devenir curé. Le bénéfice, la portion congrue, s'ajoutant alors à sa fortune antérieure. Posons-nous maintenant une question, qui critique les privilèges de l'Église et pourquoi ? L'Église, à la veille de la Révolution, est avant tout critiquée en interne. Les cahiers de doléances produisent de nombreuses critiques issues des rangs même du clergé. La Révolution naît aussi à la suite de débats lancés par les Lumières catholiques, l'abbé Lamourette, l'abbé Fauché, l'abbé Grégoire. Pour ces clercs, le message du Christ impose des réformes sociales et des réformes de mentalité. C'est plus une critique du bien fondé des privilèges fiscaux du clergé que de la religion en elle-même. C'est d'un groupe de curés que viendront d'ailleurs les premiers ralliements au tiers à l'origine de la Révolution des députés de juin 1789. En effet, en votant le 19 juin leur ralliement au tiers-état, à la majorité significative des 2/3 des membres du bas clergé et d'un 1/5 seulement de ceux du haut clergé, les clercs justifient après coup le titre d'Assemblée nationale que s'était donné le tiers-état l'avant-veille. Selon le mot qui se répand alors à la cour, ce sont bien ces foutus curés qui ont fait la Révolution. Ce vote est donc bien la démonstration de l'opposition de deux clergés au sein de l'Église de France. À la fin du XVIIIe siècle, un phénomène nouveau vient accentuer les inégalités entre le haut et le bas clergé. Le haut clergé, tout comme la noblesse, limite son accès aux roturiers à ceux qui ne sont pas nobles. Depuis le Concordat de Bologne, en 1516, le roi de France nomme en France les évêques. Cet instrument avait servi par le passé à récompenser les meilleurs serviteurs de la monarchie par des places d'évêques. Parfois même en nommant des jeunes sans expérience religieuse, voire sans connaissance religieuse aucune, ce qui avait donné du grain à moudre aux protestants pour critiquer avec véhémence les catholiques au début du XVIe siècle. Or, à la fin du XVIIIe siècle, le roi ne choisit plus les évêques que dans la noblesse. Après 1783, tous les nouveaux évêques sont nommés parmi la noblesse. De plus, la majorité des évêques sont, en 1789, d'une noblesse ancienne, les 3/4 d'entre eux ayant une noblesse antérieure au XVIe siècle.
Et je vous propose de nous intéresser maintenant à la noblesse de 1789. Combien la France compte-t-elle de nobles en 1789 ? Selon Jean-Christian Petit-Fils, entre 130 000 et 140 000 individus, soit un peu moins de 0,5% de la population. L'importance numérique de la noblesse est en recul. Il y avait environ 234 000 nobles au début du XVIIe siècle. Ce recul s'expliquant en partie à cause de la grande recherche entreprise dans tout le royaume à la fin du XVIIe siècle pour rejeter tous ceux qui usurpaient leur qualité de noble. S'ajoutent à cela des guerres et de grandes périodes de dépression économique en 1693-1694 et 1709 qui ont fait perdre à certains par dérogeance leur titre de noblesse. La noblesse apparaît en 1789 comme un ordre divisé par ses origines, ses modes et ses lieux de vie, les fonctions occupées et par ses revenus. On connaît la traditionnelle opposition entre haute noblesse et petit nobliaux de province, entre noblesse d'épée et de robe, entre nobles de fraîche date et nobles capables de faire remonter leurs origines au premier Moyen-Âge. Ces oppositions ont été très nettement nuancées par les historiens, en particulier par Guy Chaussinan-Nogaret. D'autres expressions ont été suggérées et pas sans contestation: noblesse militaire, noblesse de plume, noblesse de finance, noblesse seconde. Au sommet de la hiérarchie, il y a la famille royale et les princes du sang, les ducs et les pairs, la noblesse de cour, celle qui a été présentée au roi. C'est cette noblesse qui est gratifiée des pensions royales. Elle représente environ 200 familles qui dominent par leur luxe l'ensemble de la noblesse. Allez, un exemple. Monseigneur, le prince de Conti, a un revenu supérieur à 3 700 000 livres par an en 1789. Cette noblesse de cour est touchée par une lente décadence. Versailles n'est plus le centre du rayonnement intellectuel et mondain. La haute noblesse installe ses quartiers à Paris où elle vit avec faste, ce qui constitue un échec de la politique de domestication entreprise par Louis XIV en concentrant les grands à la cour. 3 500 familles, 13% de la noblesse, constitue ensuite la riche noblesse provinciale qui comprend les membres des cours souveraines, les membres des parlements. 7000 familles, 25% de la noblesse, vivent dans l'aisance avec une vie confortable. Prenons par exemple Monsieur de Robien de Pontleau, un hobereau à l'aise avec 8000 livres de rente annuelle. 11 000 autres, 41% du total, ont une vie décente à condition d'éviter les dépenses ostentatoires. Enfin, pour 5000 familles de la noblesse, les ressources sont plus restreintes et le mode de vie nobiliaire est difficile à maintenir. Un jeune noble de Franche-Comté se contente ainsi de 300 livres d'appointement pour être homme de compagnie. Cette noblesse, le plus souvent campagnarde, victime d'un lent appauvrissement, est une noblesse en déclin. Essayons de comprendre quels sont exactement les privilèges de la noblesse au XVIIIe siècle. Être noble, c'est être exempté héréditairement de l'impôt personnel, de la taille. Pouvoir tenir un fief sans payer d'impôt, c'est pouvoir porter un titre de noblesse, c'est être jugé selon un droit propre à la noblesse. C'est enfin appartenir à un groupe. Attention, la noblesse n'est pas une caste, c'est plutôt une internationale. Les grands ne connaissent pas les frontières. Les militaires, par exemple, servent souvent des monarques d'adoption. Le maréchal de Saxe est allemand, Lohendal est danois, le baron de Bézenval vient des cantons suisses. Être mercenaire n'a rien de péjoratif, surtout dans les rangs de la noblesse. Être noble est assorti de l'obligation de vivre noblement, ce qui signifie d'éviter de déroger. Déroger, c'est perdre la qualité de noble pour avoir exercé un métier incompatible avec elle, soit un art mécanique, un travail manuel, soit le commerce de détail, ou une charge inférieure comme celle de notaire ou de procureur. L'industrie, les mines, la verrerie, l'armement maritime, le grand commerce en revanche ne dérogent pas. Ce serait une erreur de croire que la noblesse abandonne à la bourgeoisie la réalité du pouvoir économique. Pour être assuré de ne pas exercer de métier qui déroge, le plus sûr en tout cas quand on est noble, c'est de s'abstenir de toute activité.
Cette noblesse, elle est l'objet de très nombreuses attaques à la veille de la Révolution. Les prétentions de la noblesse à justifier sa place par l'histoire même du royaume de France, la thèse qu'on appelle la thèse germaniste, est tournée en dérision depuis les Lumières. La théorie germaniste consiste à soutenir que la France aurait été fondée au Ve siècle lors de la conquête franque de la Gaule. La noblesse, selon cette théorie, descendrait en droite ligne des conquérants francs. Que le sang noble puisse conférer des vertus n'est plus admis à la veille de la Révolution. Le fait que la noblesse, 1% de la population, possède 1/5 des terres du royaume est dénoncé régulièrement. La domination que la noblesse exerce dans les campagnes, grâce aux seigneuries, est attaquée. La confiscation de la majorité des postes clés du pouvoir par des nobles est régulièrement dénoncée. Et surtout, les privilèges de la noblesse sont attaqués car ils ne sont plus justifiés. Décrire la noblesse à la veille de la Révolution, c'est aussi décrire un ordre qui se ferme. Alors que la noblesse a longtemps été ouverte à l'ascension sociale, les années 1770 sont marquées au contraire par une fermeture progressive de ce groupe. C'est ce qu'on appelle la réaction nobiliaire, un certain nombre de décisions ou de signes qui attestent un accès à la noblesse de plus en plus difficile. Cette fermeture s'accompagne d'un renforcement du pouvoir de la noblesse dans les corps de l'État, l'armée, le clergé, et du refus de toute transformation du fonctionnement de l'État. L'édit de Ségur, en 1781, tend à réserver aux nobles l'accès au grade d'officier dans l'armée. Il exige de fournir des pièces originales attestant la noblesse, au lieu des certificats douteux qui étaient fournis jusque-là. Les parlements choisissent aussi leurs nouveaux membres, systématiquement dans la vieille noblesse. Cet ordre qui se ferme n'est pas totalement hermétique, néanmoins, plus de 6000 roturiers sont encore anoblis au cours du XVIIIe siècle. Prenons l'exemple de Beaumarchais, qui décrasse, entre guillemets, sa roture en 1761. Mais même si ce chiffre paraît important, il pèse peu, en fait, face à plusieurs dizaines de milliers de bourgeois qui aspirent à intégrer la noblesse. Nous allons terminer ce tour d'horizon de la société et de ses inégalités à la veille de la Révolution française en abordant maintenant la question du tiers-état. Ce troisième ordre, qui regroupe 98% de la population, est extrêmement divers. Au sommet du tiers-état, on trouve la bourgeoisie. Mais qu'est-ce que c'est la bourgeoisie en 1789 ? Le point commun des bourgeois, c'est la détention d'importantes propriétés, ainsi qu'une position dominante dans les rapports de force économiques et sociaux. Cette position dominante et la propriété unit les bourgeois dans un moment où ils se retrouvent menacés d'une part par l'agitation populaire et de l'autre réduits à plaider leur cause pour une reconnaissance sociale par la noblesse qui les transformerait en notables de plein exercice. Une nouvelle bourgeoisie s'affirme en cette fin de XVIIIe siècle, composée d'avocats, de banquiers, de négociants enrichis par le grand commerce, de fermiers généraux. Cette bourgeoisie est encore en devenir, à en croire Guy Chaucinan-Nogaret, qui dit qu'elle n'existe pas encore, n'a pas encore d'identité de classe, ou encore compose une nébuleuse diffuse, difficile encore, tant elle se compose de groupes divers que de caractériser formellement la bourgeoisie fin XVIIIe siècle. C'est un groupe social qui est riche. Prenons l'exemple des députés du tiers aux États généraux de 1789. Sur les 663 députés, 70% sont issus du monde de la loi, 30% des autres composantes de la bourgeoisie. Les milieux populaires ne sont pratiquement pas présents. Les dots de mariage de ces députés, estimés pour 1787, sont en moyenne de 25 000 livres. Certains sont très riches. La dot apportée par la femme du négociant havré Bégoin des Mots dépasse par exemple 620 000 livres. Le revenu médian est lui plus faible. Il est de 7 000 livres par an. La médiane pour les députés de la noblesse est, au passage, 8 fois supérieure, ce qui suppose l'existence de revenus assez faibles pour certains députés du tiers. On a donc un nombre de riches qui augmente, ce qui provoque de nouvelles frustrations chez ceux qui demeurent dans un statut inférieur et dont nous allons aborder maintenant la situation.
La société de la fin du XVIIIe siècle, c'est d'abord une grande classe moyenne qui regroupe des bourgeois d'office, des propriétaires, des négociants, des lettrés chanceux, des militaires la plupart, dans l'attente d'un titre nobiliaire qui consacrerait leur ascension familiale. Cette bourgeoisie de classe moyenne aspire à imiter les modèles de la noblesse. En témoigne le goût de la particule qui les taraude encore sous les dernières années de l'Ancien Régime. Caron se faisant appeler Caron de Beaumarchais, Danton se disant s'appeler Monsieur Danton d'A**ANTON, Fabre encore se parant du titre de Fabre d'Églantine. Comme les rangs de la noblesse ne peuvent accueillir la masse grandissante de ces roturiers enrichis, il en résulte une frustration évidente qui sera à terme la cause d'une rupture au sein de l'élite. Ces différences de richesse touchent aussi bien les villes que les campagnes. Dans les campagnes, les écarts sociaux se sont creusés, surtout dans les grandes plaines céréalières. Les propriétaires terriens n'administrent pas toujours eux-mêmes leur domaine. Ils le confient à un administrateur appelé fermier, source de confusion aujourd'hui, où le terme sert surtout à désigner un agriculteur. Prendre à ferme, c'est accepter une tâche contre rémunération au XVIIIe siècle. En cette veille de la Révolution, tout seigneur n'est pas noble. La seigneurie est devenue essentiellement un type de domaine agricole, un ensemble de droits sur une terre. Beaucoup de bourgeois ont investi dans la terre et ont, au passage, acheté des seigneuries. Ainsi, une trentaine de députés du tiers aux États généraux détiennent ou ont possédé une seigneurie. Tous les nobles, en revanche, sont bien seigneurs d'une terre. Mais quelle est la composition sociale des campagnes en cette fin du XVIIIe siècle ? De riches fermiers s'occupent des grandes exploitations, des seigneuries, des dîmes, des moulins, et prennent souvent les manières du seigneur. Ils constituent le sommet de la pyramide sociale. D'autres ont su regrouper des parcelles appartenant à de nombreux propriétaires. Cette mince couche supérieure s'attire la colère des autres paysans qui manquent de terre à exploiter alors que les surfaces cultivées augmentent pour faire face à la croissance de la population française. Les petits paysans et les journaliers n'ont pas profité de la prospérité agricole et de la commercialisation des produits. Ils doivent souvent compléter leurs revenus par des activités de type industriel. Ce sont souvent des roturiers qui, voulant parfaire la gestion de leur seigneurie, déclenchent sinon une augmentation des droits féodaux et seigneuriaux, à tout le moins un début d'amélioration de leur perception, ce qui se solde pour les tenanciers par un résultat assez proche, l'impression de payer davantage d'impôts. Ce phénomène reste toutefois limité. Hormis quelques provinces comme la Bretagne ou la Bourgogne, le prélèvement seigneurial est relativement modéré. Les propriétaires, face à la résistance passive et à une violence diffuse des tenanciers qui refusent de payer leurs impôts, se tournent vers la justice qui leur donne le plus souvent raison. Les procès intentés aux seigneurs par les communautés rurales se multiplient à partir de 1750. Ils remplacent les révoltes antifiscales d'autrefois, devenant une nouvelle forme de lutte contre le pouvoir nobiliaire. Donc, une société avec à son sommet une bourgeoisie enrichie et frustrée, des classes moyennes en augmentation, des campagnes dynamiques avec une partie de la population qui tire son épingle du jeu, et tout en bas de la pyramide sociale, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, une masse d'indigents. Des journaliers, des petits bordiers, des ouvriers, des petits métiers. Ces personnes sans ressources se trouvent dans les garnis des villes ou au cœur des villages pour les mieux lotis. Les moins bien lotis sont eux dans des taudis ruraux ou sur les routes, composant un ensemble de vies fragiles aux marges de la délinquance et de la prostitution. Ces indigents, on les a vus dans l'épisode précédent. Ce sont eux les bénéficiaires des soupes populaires à l'hiver 1788, les victimes du froid, de la faim, de la crise des prix qui traverse la France à la veille de la Révolution. Alors pour conclure, c'est donc une société en plein changement qui compose la France à la veille de la Révolution. Clergé, noblesse, tiers-état continuent de fractionner le corps social autour de distinctions héritées du Moyen-Âge. Toutefois, ces séparations trouvent de nouvelles significations. La noblesse s'est beaucoup diversifiée et a été ouverte pendant longtemps, avant d'être marquée à partir des années 1770 par une fermeture progressive, accompagnée d'un renforcement de son pouvoir dans les corps de l'État, dans l'armée et dans le clergé. Elle se retrouve
autour du refus de toute transformation du fonctionnement de l'État et va donc s'opposer à toute tentative de réforme au moment des États généraux. Les écarts de fortune se sont accrus en France alors que la conscience sociale est devenue sensible aux inégalités. Cette société, marquée par des écarts de richesse grandissants, avec une élite qui se ferme sur elle-même et confisque le pouvoir à son profit, serait finalement un miroir de notre société actuelle, comme le constatait en 2009 Patrick Savidan, président de l'Observatoire des inégalités, lorsqu'il disait que notre société est aussi sclérosée qu'à la fin de l'Ancien Régime. Et bien voilà, cet épisode est à présent terminé. Il conclut ce cycle de 3 vidéos sur les causes de la Révolution française. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle tranche d'histoire.